Au chevet de mon fils après sa surdose, ma belle-mère a dit, tout comme sa mère, faible et pathétique. Les infirmières avaient l'air mal à l'aise. Mon mari a hoché la tête. Puis ma fille de 8 ans a murmuré au médecin, « Monsieur, dois-je vous montrer ce que grand-mère a mélangé dans les boissons de mon frère ?» La salle est devenue glaciale. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais figé dans cette chambre d'hôpital stérile alors que ma fille de 8 ans, Mélodie, tirait sur la blouse blanche du médecin et prononçait les mots qui allaient anéantir toute notre famille. « Monsieur, est-ce que je dois vous montrer ce que mamie mélangeait dans les boissons de mon frère ?» Le bip régulier du moniteur cardiaque fut le seul son pendant 3 interminables secondes. Tous les visages dans la pièce se tournèrent vers ma petite fille, puis vers ma belle-mère, Francine, dont la main parfaitement manucurée venait de se porter à sa gorge. La lumière fluorescente de l'unité de soins intensifs me parut soudain trop vive, trop crue, exposant des secrets qui se cachaient dans notre maison depuis des mois. Je m'appelle Bethany, et il y a 48 heures, je pensais que mon plus gros problème était de survivre à un autre dîner passif-agressif avec ma belle-mère qui vivait avec nous. J'ai 38 ans et j'enseigne en CM1 à l'école primaire de Riverside depuis 12 ans. Les gens me disent toujours que j'ai une patience d'ange pour m'occuper de 25 enfants de 9 ans chaque jour. Ils n'avaient aucune idée que mon véritable test de patience m'attendait à la maison chaque soir, critiquant ma cuisine, mon rôle de mère, mon existence même. Mon fils, Colton, venait d'avoir 16 ans le mois précédent. Il était tout ce qu'une mère pouvait espérer, un élève brillant, capitaine de l'équipe de natation du lycée, et bénévole au refuge pour animaux le week-end. Des recruteurs universitaires avaient déjà commencé à s'intéresser à lui. Il avait cette façon d'illuminer une pièce dès qu'il y entrait, avec son mètre 83 d'énergie et d'optimisme adolescent. Maintenant, il gisait inconscient dans ce lit d'hôpital, des tubes dans la gorge, des machines respirant pour lui parce que quelqu'un en qui il avait confiance l'avait systématiquement empoisonné. Debout dans un coin de la chambre, mon mari Roger serrait la barrière du lit si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Roger, mon mari depuis 17 ans, l'homme qui gérait 3 agences bancaires et pouvait négocier des prêts d'1 million de dollars, mais qui ne pouvait pas tenir tête à sa mère quand elle m'insultait à table. Quelques minutes plus tôt, il avait hoché la tête en signe d'approbation lorsque Francine m'avait traité de faible et de pathétique. Et maintenant, son visage passait par la confusion, l'incrédulité et l'aube d'une horrible prise de conscience. Francine se tenait près de la fenêtre, ses cheveux argentés parfaitement coiffés comme toujours, portant le pull en cachemire que Colton lui avait offert pour Noël. Elle avait emménagé avec nous il y a 6 mois après une opération de la hanche, transformant notre foyer paisible en son royaume personnel, où elle régnait avec des remarques acerbes et des critiques constantes. Elle avait 64 ans, une pharmacienne à la retraite qui ne laissait jamais personne oublier qu'elle avait été major de sa promotion et qu'elle en savait plus sur les médicaments que n'importe lequel de ces jeunes médecins d'aujourd'hui. Et puis il y avait Mélodie, ma fille discrète de 8 ans, mesurant à peine 1,20 mètres dans ses baskets violettes, serrant son petit sac à dos comme un bouclier. Elle prenait des leçons de piano le jeudi, adorait lire des livres sur les espions et les détectives, et avait cette capacité déconcertante à se souvenir de tout ce qu'elle voyait et entendait. Tandis que les autres enfants de son âge étaient perdus dans les jeux vidéo, Mélodie observait le monde avec ses grands yeux marrons qui semblaient cataloguer chaque détail. « Qu'est-ce que cet enfant raconte ?» La voix de Francine brisa le silence, mais elle vacilla très légèrement. Elle ajusta son pull, un geste que je lui avais vu faire 1000 fois lorsqu'elle était sur le point de se lancer dans l'un de ses sermons sur le bon comportement ou les valeurs familiales. Le docteur Martinez, qui soignait Colton depuis que l'ambulance l'avait amené, regarda Mélodie, puis Francine, puis moi. Il était jeune, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux bienveillants qui avaient vu trop de tragédies aux urgences. Peut-être devrions-nous écouter ce que la jeune fille a à dire, dit-il prudemment. Nous étions 7 dans la pièce, en nous comptant. Notre famille, le docteur Martinez et 2 infirmières qui ajustaient la perfusion de Colton lorsque cette bombe a éclaté. Tout le monde attendait. Tout le monde observait. Et ma fille de 8 ans, la même petite fille qui dormait encore avec un lapin en peluche nommé Monsieur Hopi, se tenait là, détenant la preuve qui allait détruire tout ce que nous pensions savoir sur notre famille. Voici l'histoire de comment la plus petite personne de notre famille a sauvé la vie de mon fils et a exposé une part d'ombre qui vivait sous notre toit, mangeait à notre table et empoisonnait lentement non seulement le corps de mon fils, mais aussi la confiance de toute notre famille. Cela a commencé par de mystérieux maux de tête et s'est terminé par des menottes.
Mais le chemin entre ces deux points allait révéler jusqu'où quelqu'un pouvait aller pour garder le contrôle et comment une petite fille observatrice est devenue notre héroïne improbable. La vie avant ce terrible mardi avait été un chaos gérable, celui que toute mère qui travaille connaît trop bien. Je me réveillais à 5h30 chaque matin, volant 30 précieuses minutes de calme avec mon café avant que la maison ne s'anime. Ces moments dans ma cuisine, à regarder le lever du soleil peindre le ciel en rose à travers notre fenêtre, étaient mon sanctuaire. À 6h, je préparais les déjeuners, signais les autorisations de sortie et essayais de me rappeler si c'était l'entraînement de natation de Colton ou le cours de piano de Mélodie après l'école. Notre maison sur Maple Street avait été parfaite pour notre famille de 4 jusqu'à ce qu'elle devienne une famille de 5. 3 chambres, 2 salles de bain et un sous-sol aménagé que Colton avait revendiqué comme son espace de travail. Les murs étaient couverts de ses médailles de natation et de ses diplômes de réussite scolaire. Roger et moi avions travaillé si dur pour nous offrir ce quartier avec ses bonnes écoles et ses rues sûres où les enfants faisaient encore du vélo jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Tout a changé lorsque Francine a emménagé après son opération de la hanche en janvier. Juste pour quelques semaines, avait promis Roger en aidant sa mère à s'installer dans notre chambre d'amis, jusqu'à ce qu'elle puisse monter les escaliers de son appartement. Mais février est devenu mars, mars est devenu avril, et en juin, elle avait réussi à déménager la moitié de ses affaires chez nous et s'était imposée comme l'autorité domestique sur tout, de la nutrition adéquate à la discipline des enfants. Bethany n'assaisonne jamais correctement le rôti, annonça Francine ce dimanche-là, 2 semaines avant l'effondrement de Colton, en repoussant son assiette de manière théâtrale. Pas étonnant que Colton soit si maigre. De mon temps, nous savions comment nourrir des garçons en pleine croissance. Roger se contenta de hocher la tête, coupant sa viande en silence tandis que je me mordais la langue si fort que je sentis le goût du sang. Colton et Mélodie échangèrent un regard par-dessus la table, une communication silencieuse entre frères et sœurs qu'ils avaient perfectionnée depuis l'arrivée de grand-mère. « Je ne suis pas maigre, mamie », dit doucement Colton. « Le coach dit que j'ai le poids parfait pour ma taille. Mes temps n'ont jamais été aussi bons. » « Les entraîneurs ne connaissent rien à la nutrition », déclara Francine, se levant avec l'autorité de quelqu'un qui avait dirigé une pharmacie pendant 30 ans. « C'est pourquoi je te prépare ces shakes protéinés spéciaux. Tu as besoin d'une supplémentation adéquate si tu veux aller à ce camp de natation chic. » Le camp de natation. Le billet d'or de Colton. Il avait été accepté au programme d'excellence aquatique en Californie, un camp d'été intensif de 8 semaines qui avait formé 3 nageurs olympiques au cours de la dernière décennie. Les recruteurs universitaires surveillaient chaque participant. Cela signifiait être loin de la maison pendant 2 mois, mais l'opportunité était incroyable. Les shakes de mamie ont un goût bizarre, avait mentionné Colton le lundi précédent, posant le verre vide dans l'évier avec une grimace. Francine rit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Les champions ne se plaignent pas des médicaments qui les rendent plus forts. Ton grand-père ne s'est jamais plaint quand je prenais soin de lui. Le père de Roger était décédé il y a 10 ans de complications liées au diabète. Francine avait été sa principale aide-soignante pendant les 5 dernières années de sa vie, gérant ses médicaments avec une précision militaire. Elle nous rappelait souvent comment elle avait sacrifié sa carrière pour s'occuper de lui, combien il avait été ingrat, comment il avait voulu mourir dans une maison de retraite au lieu de mourir à la maison où la famille devait être. Les maux de tête ont commencé début juin. Au début, Colton les a ignorés. C'est juste le stress, maman. Les examens, l'entraînement de natation, la préparation pour le camp. Je vais bien. Mais j'ai vu mon fils vibrant se transformer en quelqu'un d'autre. Il s'endormait pendant les conversations au dîner. Ses courses du samedi matin sont devenues des titubations dans le quartier l'après-midi. Le garçon qui pouvait faire 50 longueurs sans transpirer était soudain épuisé après avoir monté nos escaliers. Peut-être qu'il s'entraîne trop, suggéra Roger, cherchant toujours l'explication la plus simple. Il a besoin de plus de fer, insista Francine, sortant une bouteille de complément de sa collection massive. Elle avait transformé notre placard du couloir en une pharmacie avec des bouteilles de vitamines, de minéraux et de choses que je ne pouvais pas prononcer, alignées comme des soldats. Le vendredi avant que tout ne s'effondre, j'ai trouvé Colton endormi sur son bureau à 19h, ses devoirs de calcul à moitié terminés, de la bave coulant sur le papier. Quand j'ai essayé de le réveiller, ses yeux étaient hagards, ses pupilles dilatées. Juste fatigué de l'entraînement, maman, marmonna-t-il, mais les mots sortirent pâteux. Tu as pris quelque chose? Un médicament? Juste les vitamines de mamie, les blanches et les jaunes. Elle a dit qu'elles aideraient pour les maux de tête. J'ai confronté Francine ce soir-là,
Après que les enfants soient au lit. Qu'est-ce que tu donnes exactement à Colton? Elle me regarda avec un tel dédain que j'ai reculé d'un pas. Je maintiens ce garçon en bonne santé puisque sa mère en est clairement incapable. Sais-tu ce que sont ces camps de natation? La pression. Il doit être préparé, pas couvé. Il a besoin de voir un médecin pour ses maux de tête. Des médecins, ricana-t-elle. Ils ne feront que des tests coûteux et prescriront des choses qui aggraveront la situation. Je sais ce que je fais, Bethany. J'ai oublié plus de choses sur la médecine que tu n'en sauras jamais. Roger est entré pendant notre confrontation, a regardé entre nous et a choisi sa mère. Maman essaie juste d'aider, Beth. Ne sois pas si paranoïaque. C'était vendredi soir. Le mardi matin, mon fils se battait pour sa vie, et ma discrète fille de 8 ans était sur le point de révéler qu'elle avait documenté la descente aux enfers de notre famille. Le mardi matin a commencé avec le cri de Mélodie, non pas le cri frustré d'une enfant qui ne trouve pas son t-shirt préféré, mais un son primal de pure terreur qui m'a fait monter les escaliers en courant, ma tasse de café se brisant sur le sol de la cuisine. Je l'ai trouvé debout dans l'embrasure de la porte de Colton, son petit corps tremblant, montrant du doigt la forme affalée de son frère sur le sol de la chambre. Colton gisait tordu à côté de son bureau, ses lèvres bleutées, de l'écume blanche au coin de sa bouche. Ses yeux s'étaient révulsés, ne montrant que le blanc, et sa poitrine bougeait à peine. Le poster de l'équipe de natation au-dessus de lui semblait nous narguer avec ses lettres audacieuses, « Les champions n'abandonnent jamais ». « Appelle le 911 », ai-je crié à Roger, qui se tenait figé dans le couloir. Mes mains tremblaient alors que je tournais Colton sur le côté, me souvenant de la position latérale de sécurité d'un cours de secourisme que j'avais suivi des années auparavant. Sa peau était froide, moite, anormale. Le trajet en ambulance a duré 7 minutes qui ont semblé être 7 ans. Les ambulanciers s'affairaient autour de mon fils, posant des perfusions, vérifiant ses signes vitaux, parlant dans des codes que je ne comprenais pas. Possible overdose, dit l'un d'eux dans sa radio. Homme de 16 ans, inconscient, dépression respiratoire. Il ne se drogue pas, ai-je crié par-dessus la sirène. C'est un athlète. Il ne prendrait même pas d'aspirine sans demander. À l'hôpital Riverside General, ils ont emmené Colton d'urgence pendant qu'une infirmière nous conduisait dans une petite salle d'attente avec des magazines démodés et des chaises conçues pour l'inconfort. Le docteur Martinez est apparu après une éternité que l'horloge affirmait être de 40 minutes. Votre fils a fait une overdose d'opioïdes sur ordonnance, dit-il, sa voix douce mais directe. Nous faisons des tests supplémentaires pour déterminer la combinaison exacte, mais ces analyses de sang montrent des niveaux dangereux d'oxycodone et d'au moins une autre substance que nous n'avons pas encore identifiée. C'est impossible, cria Roger, son sang-froid de banquier se fissurant enfin. Colton ne toucherait jamais à la drogue. Nous en avons parlé. Il sait ce qui est en jeu avec sa carrière de nageur. Mon fils n'est pas un toxicomane, insistai-je, ma voix se brisant sur le dernier mot. Refaites les tests. Vos machines doivent se tromper. Le docteur Martinez secoua lentement la tête. Je comprends que ce soit un choc, mais les tests sont concluants. Les niveaux dans son système suggèrent une consommation régulière sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La bonne nouvelle, c'est que nous l'avons eu à temps. Il est sous naloxone et réagit. Mais nous devons comprendre comment cela s'est produit pour éviter que cela ne se reproduise. C'est à ce moment-là que Francine est arrivée, s'étalant claquant sur le carrelage de l'hôpital comme un compte à rebours avant le désastre. Elle a balayé la salle d'attente du regard avec le dégoût qu'elle réservait habituellement à mon ménage, puis a posé son regard sur moi. Eh bien, annonça-t-elle assez fort pour que tout le poste des infirmières l'entende, la toxicomanie, c'est de famille. Tout comme sa mère, faible et pathétique. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un gaz toxique. 2 infirmières échangèrent des regards gênés. L'une s'excusa discrètement et quitta la pièce. Une autre s'occupa de paperasse, les épaules tendues par une gêne par procuration. Roger hocha légèrement la tête. Un petit mouvement de tête qui me fit l'effet d'un coup de couteau entre les côtes. Ce minuscule geste d'accord avec la cruauté de sa mère détruisit quelque chose de fondamental entre nous. Roger, comment peux-tu être d'accord avec ça? Ma voix sortit comme un murmure. Il se dandina, mal à l'aise. Maman n'a pas entièrement tort, Beth. Ta sœur avait des problèmes. Peut-être aurions-nous dû être attentifs aux signes. Ma sœur souffrait de douleurs chroniques à cause d'un accident de voiture, les mots explosèrent hors de moi. Elle a eu 3 opérations et une tige métallique dans la colonne vertébrale. Elle n'a jamais été toxicomane.
Elle gérait une douleur légitime avec des prescriptions légales jusqu'au jour de sa mort. Ma sœur Jennifer avait été tuée par un conducteur ivre 2 ans après son accident initial. Non pas que Francine se soucie des faits quand elle pouvait tordre une histoire à son avantage. Le sourire narquois de Francine était l'expression de quelqu'un qui avait gagné un jeu dont elle seule connaissait les règles. Le déni. Comportement classique de facilitateur. Le pauvre Colton n'a jamais eu aucune chance avec toi comme mère. Toujours à trouver des excuses, à ne jamais voir les signes évidents. Quels signes ai-je exigé? L'épuisement dû aux études et à l'entraînement, les maux de tête dus au stress. Ce ne sont pas des signes de toxicomanie. Ce sont les signes d'un étudiant athlète dévoué. Dit Francine, examinant ses ongles manucurés avec une indifférence théâtrale, ce sont les signes d'un garçon qui a trouvé les vieilles pilules de sa mère et a décidé d'expérimenter. Tu as bien gardé les médicaments de Jennifer après sa mort, n'est-ce pas? Pour les souvenirs. J'ai tout donné au programme d'élimination des médicaments au poste de police. Tu m'as regardé le faire. Vraiment? Ma mémoire n'est plus ce qu'elle.